Le podcast Recruter demain, c'est l'envers du décor du recrutement. Ce que personne ne vous dit, mais que vous vivez tous les jours. Des décisions de dirigeants, des erreurs qui coûtent des mois, des méthodes concrètes pour recruter. Si vous voulez arrêter de recruter à l'aveugle et reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit. IAGL Rocket, votre partenaire pour vos recrutements de demain. Le sujet du jour est un point de friction, un point sensible dans toutes les entreprises, même si on n'aime pas trop en parler. La discrimination à l'embauche. Sur le papier, c'est simple. Tout le monde est d'accord. Oui, sur le papier, dans toutes les chartes de valeurs, on lit la même chose. On recrute sur les compétences. Point. Exactement. Mais quand on regarde dans les faits, la réalité des décisions, on voit bien que d'autres critères entrent en jeu. Des critères qui n'ont, en fait, rien à voir avec le poste. C'est ça. Il y a un décalage permanent entre le discours officiel et les pratiques du terrain. Le discours, c'est nous sommes ouverts à tous les talents », et la pratique, c'est un candidat qui ne passe même pas le premier filtre à cause de son nom ou de son adresse. Ou cette candidate à qui un manager demande après 30 minutes d'entretien très pro sur ses compétences, si elle compte avoir des enfants. Absolument. Et ça, ce ne sont pas des légendes urbaines, hein. Ce sont des situations qu'on observe sur le terrain toutes les semaines. Et pourtant, la première réaction qu'on entend en comité de direction, quand on pose le sujet sur la table, c'est presque toujours la même chose. Ça n'arrive pas chez nous. C'est ça. Il y a ce déni, cette conviction que la discrimination, c'est forcément un acte conscient, malveillant. Exactement. C'est la première fausse évidence. On s'imagine un recruteur un peu sectaire qui écarte volontairement des CV. Mais dans 99% des cas, ça ne se passe pas comme ça. Le problème, il n'est pas dans l'intention. Il est dans le processus. C'est une nuance importante. Personne ne se lève le matin se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais discriminer ». Mais le système, lui, il est parfois paramétré pour le faire. Paramétré pour le faire. C'est-à-dire, Prenons l'offre d'emploi. C'est la toute première étape. Quand on écrit « Recherche profil jeune et dynamique », on ne pense pas à mal. non, on veut juste quelqu'un d'énergique. Voilà. Sauf que l'effet mécanique, c'est que le candidat de, disons, 45 ou 50 ans qui lit ça, il se dit tout de suite « Bon, ce n'est pas pour moi ». Il s'auto-censure. L'intention n'était pas d'écarter les seniors, mais le résultat, il est là. C'est ça, un biais systémique. C'est l'idée que le processus lui-même produit l'exclusion, sans qu'une personne en particulier ait pris une décision consciente de le faire. C'est exactement ça. Ou alors, le logicien de tri de CV. On le configure pour filtrer les candidats par code postal, parce que l'entreprise a eu une mauvaise expérience avec des gens qui habitaient loin. L'intention de départ, elle est pragmatique. On veut limiter le risque de retard. D'accord. Mais la conséquence, c'est qu'on écarte des bassins d'emploi entiers et souvent les moins favorisés. L'entreprise ne voulait pas discriminer sur l'origine sociale, mais au final, c'est ce qu'elle fait. Ce qui nous amène à une deuxième idée reçue, très tenace, celle des questions personnelles en entretien. Beaucoup de managers pensent sincèrement que c'est une façon de créer du lien, de rendre l'échange plus humain. Ah oui, le fameux « c'est pour détendre l'atmosphère ». Voilà. On demande si la personne est mariée, si elle a des enfants, d'où vient son accent. C'est un argument qu'on entend tout le temps. Mais soyons clairs, c'est une très, très mauvaise pratique d'évaluation, sans même parler du fait que c'est illégal. Quel est le problème, au fond? Le problème, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre la situation familiale et la capacité à gérer un projet ou à atteindre des objectifs. Aucun. En posant ces questions, on ne crée pas du lien. On collecte des informations qui vont inévitablement polluer la décision. Polluer, comment ça? Consciemment ou non. Une candidate vous répond qu'elle a 3 enfants en bas âge. Dans la tête du manager, même s'il ne se l'avoue pas, une petite voix va peut-être se demander « Sera-t-elle vraiment disponible ? Pourra-t-elle rester tard ?» On n'est plus dans les faits, on est dans la supposition. On sort du cadre professionnel. Complètement. On entre dans le jugement de valeur basé sur la vie privée. L'entretien n'est plus une évaluation de compétences, ça devient une intrusion. Et ça nous conduit tout droit à la troisième fausse évidence, peut-être la plus dangereuse, le fameux fit culturel. Ah, le fit. C'est devenu l'argument magique. On ne dit plus « je ne l'ai pas senti », on dit « il ne fit pas avec la culture d'entreprise ». C'est plus chic. C'est plus acceptable, en tout cas. C'est le paravent parfait pour la subjectivité. Parce que demander à n'importe qui de définir ce fit en termes de compétences observables, personne ne sait le faire. On cherche quelqu'un de bien, quelqu'un qui s'intégrera facilement. Et en réalité, on cherche quelqu'un qui nous ressemble. En réalité, on cherche son propre reflet. On est rassuré par quelqu'un qui a fait les mêmes écoles, qui a les mêmes codes, qui rit aux mêmes blagues. Sorte un peu du moule. Il pourrait pourtant apporter une vision différente, challenger. Bien sûr, mais ils font un peu peur. Alors on leur préfère un candidat peut-être moins brillant, mais plus confortable,
Et au final, on ne recrute pas le meilleur pour le poste, on recrute celui qui va le moins perturber l'ordre établi. On choisit la cohésion facile au détriment de la performance. D'accord. Alors, si le problème n'est pas l'intention des individus, où est-ce que ça coince? Si on dézoome, où est-ce que le système déraille en premier? Tout part de la source. Vraiment, la toute première étape. La définition du besoin. C'est le moment le moins glamour, mais c'est le plus critique. Une fiche de poste floue, des critères subjectifs comme excellent relationnel, dynamique. Proactif. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on évalue ça de manière objective? Si on ne définit pas précisément les compétences, les comportements observables et mesurables, on laisse la porte grande ouverte à l'interprétation, et donc aux stéréotypes. T'as un exemple concret de ça? Oui, on a vu le cas d'une entreprise dans le luxe qui exigeait de ses hôtesses d'accueil qu'elles portent des talons hauts. La justification, c'était l'élégance, l'image de marque. Mais si on analyse froidement le besoin, la compétence clé, c'est quoi? C'est l'accueil, l'orientation, la qualité de service. Le port de talons hauts n'a aucun lien avec ça. C'est une exigence basée sur un stéréotype de genre qui est disproportionné et qui en plus impose une contrainte physique. Le besoin n'a pas été défini en termes de compétences, mais en termes d'apparence. Le deuxième point de rupture, bien sûr, c'est l'entretien. C'est là que les biais s'expriment le plus librement. C'est le moment le plus à risque. Et sur le terrain, ce qu'on observe est édifiant. Une majorité de candidats, et surtout les femmes, se voient encore poser des questions sur leur âge, leur projet de parentalité, leur état de santé, même le quartier où ils habitent. C'est le moment où le préjugé prend le dessus sur l'évaluation. On entend un directeur commercial qui nous explique, très sérieusement, qu'il préfère un homme pour un poste de manager parce qu'il saura mieux s'imposer face à une équipe de vendeurs. Il ne se dit pas « je suis misogyne ». Non, pas du tout. Il pense faire un choix pragmatique pour la cohésion d'équipe. Il rationalise son biais. Il le déguise en décision de gestion. C'est subtil. Ou ce recruteur qui écarte une candidate mère de jeunes enfants en se disant qu'elle sera forcément moins flexible. Ce ne sont pas des faits, c'est une projection. On ne lui a même pas posé la question de son organisation. On a supposé à sa place. Et là, l'entreprise vient de perdre une compétence à cause d'un préjugé. Et donc, logiquement, si la définition du besoin est floue et l'entretien subjectif, la prise de décision finale, elle ne peut être peu bancale. C'est le dernier maillon de la chaîne et souvent le plus faible. Sans une grille d'évaluation objective, avec des critères clairs, pondérés et la même pour tout le monde, la décision se prend au feeling. Ah, le fameux feeling. Je le sens bien, lui. Ou elle, je la sens pas. L'impression personnelle l'emporte sur l'analyse factuelle. L'intuition, c'est utile, mais ça doit venir en complément d'une analyse structurée, pas la remplacer. Et le garde-fou pour ça, ce serait quoi? Le seul vrai garde-fou, c'est l'entretien structuré. On pose les mêmes questions, dans le même ordre, à tous les candidats. Et on évalue leurs réponses sur des critères prédéfinis. Ça peut paraître rigide, mais c'est la seule façon de comparer ce qui est comparable. Sinon, on ne compare pas les candidats entre eux, on compare l'impression qu'ils nous ont laissée. Quand on aborde ce sujet en entreprise, l'angle d'attaque est presque toujours le même, le risque légal. On agite la peur des sanctions, des amendes. C'est efficace pour attirer l'attention, mais est-ce que c'est vraiment le bon prisme? C'est un prisme nécessaire, mais il est terriblement réducteur. La peur des sanctions, c'est vraiment le niveau zéro de la prise de conscience. Bien sûr que le risque existe. On part de 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Mais se concentrer uniquement là-dessus, c'est passer à côté de l'enjeu principal. C'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette? Exactement. Le véritable enjeu, il n'est pas légal, il est stratégique. Qu'est-ce qu'on ne voit pas alors quand on se focalise uniquement sur le juridique? On ne voit pas le coût réel pour l'entreprise. Le premier coût, le plus direct, c'est la perte de talent. Chaque fois qu'un manager écarte un candidat sur un critère non pertinent, son âge, son genre, son adresse, il se prive de compétences. Il réduit volontairement son vivier. Et il prend le risque au final d'embaucher quelqu'un de moins bon. Exactement. Il embauche un profil moins bon, mais qui coche les bonnes cases, subjectives. C'est une perte sèche de performance potentielle avant même que la personne ait commencé à travailler. On choisit le candidat qui rassure, pas celui qui performe. Le deuxième coup, c'est l'impact sur la marque employeur, j'imagine. De plus en plus. Aujourd'hui, une mauvaise expérience candidat, ça se sait, ça se partage. Sur les réseaux, sur les plateformes de notation. Une réputation d'entreprise qui discrimine, même à bas bruit, ça fait fuir les meilleurs profils, surtout les nouvelles générations qui sont très très sensibles à ces sujets. Et les conséquences sont directes. Le coût pour attirer des candidats augmente, les bons ne postulent plus. On entre dans un cercle vicieux. Précisément.
Et souvent, le turnover augmente parce qu'un environnement non inclusif finit par user les gens. Mais il y a un troisième impact qui est encore plus profond. C'est la performance même de l'entreprise. C'est un point crucial. C'est-à-dire? Des équipes homogènes, où tout le monde se ressemble, pense pareil, vient du même parcours, ces équipes sont structurellement moins créatives, moins agiles face à la complexité. La fameuse force de la diversité? Mais ce n'est pas qu'un slogan. La confrontation des points de vue, la diversité des expériences, c'est ça qui crée l'innovation. Une équipe de clones, c'est très efficace pour faire une tâche simple et répétitive. Mais face à un problème nouveau et complexe, elle est beaucoup moins performante qu'une équipe diverse. Donc se priver de cette diversité, ce n'est pas juste une question d'image. Ce n'est pas un sujet RH ou une question de bien-pensance, c'est se priver d'un avantage compétitif majeur. C'est une décision anti-business. Donc, pour résumer, aborder la discrimination seulement sous l'angle du risque légal, c'est se condamner à rester sur la défensive. Le vrai changement, c'est de comprendre que la non-discrimination et plus largement la diversité, c'est un levier de performance économique. C'est le seul angle qui peut vraiment mobiliser une direction. Il ne s'agit pas de faire le bien, il s'agit de bien faire son travail. Et bien faire son travail de dirigeant, c'est s'assurer que l'entreprise recrute, développe et retient les meilleures compétences possibles, sans laisser des biais irrationnels détruire de la valeur en cours de route. Quand avez-vous, pour la dernière fois, analysé vos 3 derniers recrutements ratés pour vérifier si le problème ne venait pas de vos critères de sélection plutôt que des candidats eux-mêmes ?